Donc bonjour tout le monde. On a une intervention donc en binôme avec Audrey Plantureux qui est ici, moi-même Benjamin Jean. On se présentera en quelques mots. Donc l'objectif de cette présentation, c'était de vous partager un travail qu'on avait fait l'année dernière. Tout à fait. C'est ça. Et dans l'idée d'une part que ça, il y avait toute une méthodologie, donc tout un travail qui pouvait être intéressant à partager, et aussi des solutions qui étaient intéressantes à questionner et possiblement aussi à élargir à d'autres acteurs et peut-être d'autres thématiques auxquelles on n'avait pas pu penser à l'époque. Donc, ça c'est nous. Peut-être juste pour préciser de là où on parle chacun, moi, donc Benjamin Jean, je suis le fondateur, président d'un cabinet de conseil qui s'appelle InnoCube. Et c'est dans ce contexte-là qu'on avait travaillé avec Audrey, OVH Cloud. Et peut-être que tu veux présenter le... Oui, très bien. Donc Audrey Plantureux, je suis en charge de la propriété intellectuelle chez OVH Cloud. Je vous en parlerai un peu plus tard. Et donc je suis arrivée en 2017. Et donc, le sujet pour les personnes qui sont ici au salon, je pense que vous le savez toutes et tous, que c'est un sujet qui est un peu polémique. Quand on parle de brevets, quand on parle d'open source, généralement il y a un hérissement de poil. En tout cas, il y a tout un historique aussi qui ne simplifie pas la discussion. Là, on partait du constat que l'open source était de partout, que l'open source était quelque chose de particulièrement important dans le cadre de la stratégie d'OVH Cloud. Donc vraiment, c'était la base. Que face à ça, les brevets étaient eux-mêmes de plus en plus présents dans les sujets qui auparavant étaient très orientés matériel, hardware, mais de plus en plus aussi logiciel, software, et que au-delà de la posture qu'on pouvait avoir en Europe, donc pour celles et ceux qui ne le savent pas, en Europe, il y a une interdiction de brevet logiciel en tant que tel. Néanmoins, il y a quand même des brevets qui sont déposés, mais pas en tant que logiciel. Bon, là, je passe sur ce détail. À l'international, il y a des brevets logiciels. Donc, de fait, dans un contexte international, il y a des brevets. On ne peut pas les ignorer. Et lorsqu'on se retrouve dans une posture comme celle d'OVH Cloud, qui est de regarder à l'international, il faut combiner, il faut articuler les deux enjeux qui sont d'un côté l'open source et de l'autre les brevets. Et c'est loin d'être facile. L'open source, ça s'appuie sur le droit d'auteur. Ça a toujours été vu un peu. Tous les acteurs de l'open source ont milité contre les brevets. La raison pour laquelle il n'y a pas de brevet en Europe, c'est que les militants, les acteurs de l'open source ont guerroyé, ont été particulièrement influents auprès de la Commission européenne à l'époque pour que ça ne passe pas. Donc il y a vraiment tout un passif de ce type-là. Et à l'inverse, les acteurs en matière de brevets sont de plus en plus, centralisent des portefeuilles de plus en plus importants. Et c'est très dur maintenant de passer entre les mailles du filet. Donc on était dans cette posture un peu complexe de se dire il va falloir de toute façon qu'on lève la tête et qu'on apporte des solutions à ce sujet qui mêle à la fois open source et brevet. Ce qui me permet de passer la main. Merci. Donc pour resituer rapidement pour ceux qui ne connaîtraient pas OVH Cloud, nous sommes un provider de cloud. Nous avons maintenant 33 data centers, c'est plus tout à fait actualisé, à travers le monde, un peu plus d'1,6 million de clients, et nous avons toujours eu vocation à travailler en open source. Et on va pouvoir passer sur... Et donc pour retracer un peu l'historique, donc on est passé d'un petit hébergeur, une petite start-up dans le nord de la France, vers des velléités à l'international, donc d'abord gentiment en Europe, en Pologne, en Espagne, et puis évidemment de l'autre côté de l'Atlantique, ça intéresse toujours notre fondateur. Donc il a commencé par aller en 2012 au Canada, où voilà, ça reste encore assez gentil. Et puis petit à petit, il s'est dit qu'il fallait absolument aller aux États-Unis. Et donc 2017, via le rachat d'une filiale, Viclodair, on s'est installé aux États-Unis. Et c'est donc là que je suis arrivée aussi, puisque on s'est dit qu'il fallait monter un département propriété intellectuelle et que notre politique de juste mettre nos sources en open source et déposer aucun brevet, ça n'allait pas pouvoir perdurer avec la croissance et notamment avec l'arrivée aux États-Unis. Donc les deux risques que nous avons tout de suite identifiés, et notamment parce que nous arrivions aux États-Unis, mais pas seulement, c'est que les autres
acteurs, et notamment les GAFAM et assimilés, protègent les logiciels par brevet, donc aux États-Unis évidemment, et qu'il y a de nombreux litiges. Et si vous voyez les deux courbes qu'on a là, les principaux litiges en brevet, elles viennent soit de sociétés comme les GAFAM qui ont des portefeuilles énormes, qui déposent 8-9 000 brevets par an et qui les monétisent en fait. Donc ils vont aller voir les acteurs du cloud et leur proposer des licences pour éviter les contentieux. Et puis il y a ce qu'on appelle les trolls ou les non-practicing entities, qui sont des sociétés qui se créent en rachetant les brevets, des brevets existants et qui ne vivent finalement que des actions en contrefaçon de brevets qu'ils démarrent essentiellement aux États-Unis. Mais on a vu que c'était une activité qui commençait à arriver en Europe aussi, notamment via l'Allemagne. Donc ça, c'était vraiment les risques qu'on avait identifiés. Et ensuite, ce qu'on a vu, c'est que, eh bien, en France, en Europe et surtout en France, on n'est pas du tout protégé. On n'a pas du tout, on n'a pas l'habitude d'aller protéger nos logiciels par brevet, et que du coup, on se retrouve coincé finalement maintenant entre les États-Unis et l'Asie, les GAFAM et les BATX, avec juste l'Allemagne qui commence à inverser la tendance européenne. Alors, c'est pas nouveau hein, quand on vous parle d'open source et brevets. Il y a plein d'autres acteurs, et notamment aux US. Alors, on commence par les US, mais dans l'idée aussi on est dans un monde maintenant qui est international. Donc, c'est pas nouveau de penser les deux. IBM était l'un des premiers acteurs à se porter caution en faveur de la communauté de l'open source en utilisant tout son portefeuille de brevets pour le défendre. Le premier patent pledge, c'était IBM. J'irai peu de temps après, en tout cas dans les années 2000, Red Hat, de la même façon, c'est à réaffirmer sa volonté en tant que leader, coté en bourse, vendu à quelques milliards de dollars, quelques dizaines de milliards de dollars, sa volonté aussi de pouvoir défendre et de jouer ce rôle aussi de bouclier, de défenseur, et donc en se dotant d'un portefeuille de brevets suffisant pour pouvoir à la fois contrer et défendre les communautés, contrer les patent trolls et les attaques qu'il pouvait avoir en termes de brevets et défendre la communauté. Red Hat, c'est le premier à avoir négocié dans le cadre de transactions que les brevets qui lui étaient opposés ne le seraient plus non plus à la communauté open source, qui n'était pas Red Hat. Donc d'avoir cette idée de je le fais moi, mais je le fais aussi pour les autres. Je ne rentre pas sur les détails, vous avez toutes les références des différentes patent pledges ou différents documents en ressources qui sont de différents acteurs. Alors, Google, bon, c'est aussi quelque chose qui est directement évoqué sur le site et en lien avec sa politique open source. Google n'avait pas de brevet à son origine, en tout cas qu'un seul. Ils se sont outillés, en tout cas ils ont forci cette dimension brevet lorsqu'ils se sont vus opposer les brevets de tous les constructeurs ou les concurrents. Microsoft ayant grandement participé à cette réaction de la part de Google. Donc ils ont été obligés aussi d'avoir des brevets, mais tout en faisant en sorte que les brevets qu'ils détenaient permettent de contrer les attaques que Google ou ses partenaires avaient dans l'utilisation notamment d'Android. Mozilla, c'est aussi dans cette idée d'avoir un Internet ouvert, a depuis très longtemps un patent pledge, en tout cas une stratégie qui associe les deux et qui explique en quoi il faut réussir à garder l'Internet ouvert, et pour ça qu'il faut aussi éviter, en tout cas équilibrer et gérer le risque en matière de brevets. Alors Microsoft, ça c'est assez intéressant. Je ne sais pas si quelqu'un de Microsoft est dans la salle. Parce que Microsoft est, je suppose, l'un des grands sponsors du salon aussi. Mais bon, toute l'histoire fait que Microsoft est souvent cité sur ces différents sujets. Microsoft, c'est l'un des acteurs contre lequel l'Open Invention Network a été créé. Donc, c'est un portefeuille défensif américain en matière de brevets pour sécuriser tout Linux et son environnement. Microsoft a rejoint l'OIN. Donc, il a rejoint l'entité qui avait été créée pour lutter contre le risque que Microsoft présentait aux acteurs de l'open source. Donc, pour dire qu'il y a quand même du chemin qui a été mené. Donc, de la même façon, maintenant, ils ont une politique de brevets qu'ils associent à leur démarche open source en essayant d'une part de ne pas retirer d'une main ce qu'ils donnent de l'autre. Certains besoins de cohérence. Et Tesla, alors l'a fait pour d'autres raisons, mais qui sont intéressantes aussi. Tesla, ils sont plutôt orientés open source, et en matière de brevets, ils ont considéré que c'était justement en ouvrant leurs brevets qu'ils allaient pouvoir créer un marché dans lequel, et en sécurisant d'ailleurs, par cette ouverture de brevets, ils allaient pouvoir créer un marché dans lequel ils avaient leurs propres intérêts.
Et alors celle-ci, j'ai fait exprès de la laisser. Baidu n'a pas de politique de brevet associée à l'open source. C'est-à-dire que Baidu fait énormément d'open source, mais en revanche, en matière de brevet, il n'y a aucune assurance qui est apportée. C'est-à-dire que vous pouvez très bien utiliser l'intégralité des projets qui sont diffusés par Baidu, qui sont en open source. Je ne dis pas ça pour faire du... bon, peu importe. Mais ce n'est pas politique comme propos. Si la licence qui est utilisée sur les projets en question ne couvre pas les brevets, ce qui est le cas de la majorité des licences qui sont utilisées, de fait, vous pourriez vous voir opposer les brevets qui sont détenus par la firme en question. Tout ça pour en venir à l'exemple d'OVH. Oui, alors du coup, nous, on a essayé de combiner tout ça parce qu'il était essentiel pour notre fondateur de ne pas renier ces valeurs d'open source. Et en même temps, il fallait qu'on s'assure une meilleure protection, et notamment aux États-Unis. Donc la première chose, ça a été de enfin déposer des brevets software. Donc depuis 2018-2019, on dépose régulièrement des brevets dans ce domaine. Mais on a fait d'autres actions en parallèle. Déjà, ce qu'on a assuré déjà à notre propre communauté, c'était que c'était à titre purement défensif. On n'a pas décidé de devenir des trolls, on n'a pas décidé de monétiser nos brevets. On les garde comme monnaie d'échange en cas d'attaque contre nous. Et effectivement, je vous disais que les deux risques qu'on avait identifiés, c'était les grosses sociétés qui viennent nous chercher pour nous faire payer de force des licences et les trolls. Et ça arrive en fait, puisque donc on est arrivé aux États-Unis en 2017. En 2020, on a eu la première société similaire au GAFAM qui est venue nous chercher pour nous proposer une licence. Et en sachant qu'en regardant notre portefeuille de brevets, elle a tout de suite proposé des licences croisées, puisqu'elle a vu que nous aussi, potentiellement, on avait des brevets qu'on pourrait lui opposer. Et donc, ça fait baisser la facture de ce que finalement ces sociétés vont nous demander. Donc, on discute toujours, c'est très long. Mais voilà, mais au moins, on se rend compte qu'on a eu bien fait de déposer ces brevets. Et en 2021, c'est un troll qui est venu nous chercher. Donc, il faut savoir qu'à chaque crise économique, on le voyait dans le tableau, je l'ai passé un peu vite, à chaque crise économique, les sociétés, pour récupérer du cash, vendent leurs brevets. Et c'est ces trolls qui les récupèrent à ce moment-là. Donc, il y a eu de grosses ventes après la crise des subprimes. Et là, post-Covid, il y a une tendance de nouveau à la vente de brevets. Et donc, derrière, des nouvelles attaques de trolls. Donc, on a une société qui est venue aussi nous chercher. Et là, en fait, c'est plutôt, on va vous en parler après, c'est plutôt en s'associant à d'autres associations qu'on peut essayer de lutter contre ces trolls. Donc, en plus de déposer des brevets, on a continué d'être membre actif de certaines communautés open source et de s'associer aussi à d'autres associations en la matière, et notamment, comme Benjamin en parlait, l'Open Invention Network, que je vous invite tous à aller regarder parce que c'est gratuit. Et en fait, tous les membres mettent en communauté leurs brevets qui touchent au domaine Linux. Et ainsi, si l'un de nous se fait attaquer, finalement, on est protégé par tous les membres de l'association. Et clairement, plus on est nombreux, plus on est fort. On a également rejoint l'Hot Network récemment. Donc ça, c'est un autre système où, en fait, quand on rejoint l'association, on s'engage, si on revend nos brevets, à ce qu'ils ne puissent pas être rachetés et utilisés par des trolls. Donc c'est intéressant, puisqu'il y a les principales grosses sociétés, IBM, etc., qui sont dans l'association. Donc maintenant qu'on est membre, on sait que le jour où ils vont revendre des brevets, les trolls ne pourront pas nous opposer ces brevets-là. Évidemment, on travaille aussi sur GaiaX, qui a vocation à mettre tous les logiciels en open source. Ensuite, on continue en contribuant, étant contributeur de projets open source et en mettant nous-mêmes des projets en open source. Et par exemple, j'aimais bien le projet Bastion, qui est une infrastructure de sécurité. Et c'était un de nos premiers brevets logiciels. Et on a mis en même temps les sources à disposition sur GitHub pour bien montrer
que brevet et open source ne sont pas du tout incompatibles. Et enfin, avec l'aide de Benjamin, nous avons mis en place un patent pledge pour rassurer la communauté et leur indiquer qu'ils pouvaient tout à fait utiliser nos brevets pour de nouvelles solutions open source et que dans ce cas-là, ils ne pourraient pas être inquiétés. Nos brevets, donc, sont là pour nous sécuriser, nous, et pour sécuriser la communauté open source. Alors, pour conclure, justement, on s'était pas réparti cette slide-là. Alors, je dirais que donc, les brevets représentent un risque important, on vous l'a montré, et qu'on peut faire de nombreuses choses. Déjà, donc, penser stratégique, évaluer l'influence de chacun, donc aller chercher les bonnes associations, se rassembler. Donc voilà, je vous recommande d'aller voir OIN, Lot Network, et de travailler avec d'autres. Nous, chez OVH, on est pour l'open innovation. Mais pour ce faire, il faut que la situation soit claire au démarrage pour qu'on puisse travailler en confiance. On fait des partenariats avec des grosses sociétés comme Atos, comme Capgemini. Quand on co-développe, si on a nos brevets en amont qui nous sécurisent chacun, on peut travailler en toute confiance avec les partenaires. Et donc, oui, donc je pense qu'il y a tout le cheminement qui a été fait au sein d'OVH, la direction, tout le cheminement aussi qui a été fait auprès des équipes, qui à mon avis est vraiment utile à partager, parce que c'est ça qui permet in fine d'arriver sur des enjeux, sur des postures stratégiques et de faire collectif, en tout cas d'aller voir d'autres acteurs pour converger sur ces éléments-là. Ce qu'on a relevé aussi, c'est que cette confiance qui est nécessaire pour le développement du numérique, pour le développement des acteurs, notamment français et européens, ça repose aussi sur une clarification de la situation à l'échelle européenne. Alors on n'est pas forcément... L'idée n'est pas de dire il faut mettre des brevets logiciels, surtout pas au salon Open Source Experience. Non, mais simplement aussi que l'Europe prenne ses responsabilités devant ce statut ambigu qui est celui des brevets logiciels en Europe depuis trop longtemps maintenant. Et d'autant plus qu'il y a aujourd'hui une action en faveur de l'open source qui est particulièrement importante en Europe. Et donc de s'appuyer sur cette dynamique pour que les choses soient clarifiées, de telle sorte à ce qu'il y ait une certaine cohérence. Et le dernier point, c'était sur l'après-Covid, avec cette idée que c'était aussi, alors au-delà du fait que plein de brevets ont été vendus et qu'il y a des trolls qui vont s'en saisir pour assigner à foison, c'était peut-être aussi l'idée de rappeler cette nécessité de travailler ensemble et de favoriser la résilience par la collaboration. C'était cette note ouverte qu'on voulait conclure. J'ai rien oublié. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Donc des questions sur la présentation donc de Benjamin et d'Audrey, mais aussi celle précédemment. Oui, de Sébastien. C'est en fait une question par rapport à la première conférence. Donc, qu'est-ce qu'on appelle, quelles sont les licences que vous considérez comme permissives? Est-ce que... Donc, les licences permissives, ce sont celles qui vous permettent notamment de changer, d'intégrer le code dans un code avec des licences différentes et qui vous permettent notamment de refermer le code. Donc, typiquement, vous avez Apache, BSD, MIT pour prendre les plus courantes, sachant que de l'autre côté, vous avez des licences diffusives, et fortement diffusives, comme la Cecil ou la GPL qui est la plus emblématique, et les faiblement diffusives comme la LGPL, l'Eclipse, choses comme ça. Enfin, je pourrais en citer des dizaines, voilà. Mais donc je parlais plus par exemple, les Creative Commons. Ah, les Creative Commons, alors déjà, elles sont pas toutes libres. Il y en a que 3. Enfin, il y en a 2 qui sont libres, une qui est un ersatz de domaine public et 4 qui ne sont pas libres. Parmi les 2 qui sont libres, il y en a une qui est diffusive et l'autre qui est permissive. Celle qui est permissive, c'est CC BY. Ceci étant, je vous recommande de ne pas utiliser du Creative Commons pour du code, pas plus que je vous recommande d'utiliser de la GPL ou de l'Apache pour une œuvre littéraire et artistique. C'est déconseillé par Creative Commons. Oui. Creative Commons, c'est déconseillé d'utiliser ces licences pour le code.
Oui, juste pour aller dans le même sens, Creative Commons déconseille d'utiliser ces licences pour du code. Enfin, c'est pas fait pour. D'autres questions? Oui. Moi, j'ai une question sur le LOT Network. Comment ça se passe pour garantir que les brevets ne seront pas vendus à des trolls? Est-ce que c'est un simple engagement entre membres? Mais du coup, l'acheteur peut ensuite lui-même le revendre à un troll. Comment ça se passe en pratique? J'ai pas tous les détails, mais en fait, ils peuvent revendre à un troll, mais le troll ne peut pas s'attaquer aux membres de l'hôte. Ok. Uniquement. Mais du coup, comment ça se passe contractuellement? Enfin, parce que du coup, le troll... En fait, je pense que comme c'est indiqué dans le... Quand, par exemple, IBM, on va prendre l'exemple parce que c'est eux qui vendent le plus, vend ses brevets, il n'a pas à savoir si ça va être un troll ou pas un troll, mais il doit déclarer qu'il est membre de l'hôte, et de fait, du coup, l'acheteur doit savoir qu'il ne pourra pas aller s'en prendre à des membres de l'association. Et du coup, ce serait IBM qui se ferait attaquer par les membres de l'hôte si... Non, en fait, les membres de l'hôte se retourneraient contre IBM en cas d'attaque, ou comment ça se... Non, visiblement, c'est une licence. En fait, c'est vrai que c'est pas très clair d'un point de vue juridique, mais c'est comme s'il y avait une sorte de préemption de ces licences, de ces brevets. Donc le troll ne peut pas les utiliser contre les membres de l'association. La licence est déjà donnée. C'est-à-dire que la personne qui vend son brevet, elle ne peut pas revenir sur ce qu'elle a donné déjà à la communauté. Donc il y a une licence à l'américaine qui est publique, et tout est fait pour que n'importe qui puisse accéder à qui a donné quoi. Et ensuite, l'engagement, c'est de ne pas céder des choses qui ne pourraient pas céder. D'accord. Ok. Donc il y a un engagement. Ok, il y a une licence à la base aux membres. Qui doit être donnée à l'hôte. D'accord, ok. Et sur le site de l'hôte, il y a tous les membres avec la date à laquelle ils ont adhéré, puisque ça ne marche qu'à partir du moment où on a adhéré aussi. Si IBM a vendu, nous on y est depuis 6-8 mois, les brevets que IBM a vendus il y a 1 an, malheureusement, nous on ne sera pas couverts. Ok. Ça marche, merci. Merci. D'autres questions? Non, c'est tout bon? Bon, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir participé. Merci à vous. Et puis on peut continuer à discuter autour d'un café.